Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Je suis là aujourd'hui pour discuter avec Nora d'une question plutôt centrée sur la parentalité. Ouais, exactement, on va parler de parentalité, plus exactement d'accompagnement au niveau scolaire, mais oui, ça rejoint en fait de manière globale la parentalité. Et je vais en fait lui poser quelques questions. Ça va être un petit peu sous une forme de questions-réponses avec Émilie et Antoine. Donc c'est quand tu veux, Émilie, tu me dis quand tu souhaites commencer. Ouais, je t'écoute, bismillah. Alors, donc vous avez vu le titre ou pas, parce que mon écran il est un petit peu bizarre. Donc ma manière d'accompagner mon enfant, dans sa scolarité, a-t-elle un impact sur sa personne? Donc, voilà le thème de ce direct. Alors, Émilie, j'ai une première question assez simple et assez vaste pour commencer. Est-ce que tu encourages, toi en tant que professionnel, les parents à accompagner leurs enfants donc dans leur scolarité? Alors oui, de manière générale, je dirais qu'effectivement, c'est une bonne chose, si je peux dire ça comme ça. Après, c'est de savoir pourquoi ça peut être intéressant, au-delà de dire que c'est une bonne chose. Avant de répondre à cette question, je pense que quand on a déjà cette ambition, où on a à cœur en fait d'accompagner son enfant dans la scolarité, je pense que c'est important qu'on le fasse en mettant de la conscience sur ça. Pas juste de se dire tiens, c'est bien, faut le faire, quoi. Ouais, tu vois. C'est vraiment de se dire voilà pourquoi c'est important pour moi et qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va apporter déjà en tant que personne, en tant que maman, et qu'est-ce que ça peut apporter à ma relation avec mon enfant, et qu'est-ce que ça peut apporter à mon enfant. Je pense que déjà quand on se figure en fait ces trois questions-là, ben ça va venir nourrir entre guillemets tout ce processus d'accompagnement parce que ben c'est pas facile tous les jours, ça demande beaucoup d'accompagner son enfant dans la scolarité. Et alors, du coup, voilà, déjà, se poser les questions là. Après, pourquoi j'encourage aussi les parents les mamans, les parents à accompagner dans la scolarité, ça fait écho aux 3 points que je vous donnais là. C'est que déjà, c'est une opportunité, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, pour grandir, je pense, dans sa parentalité, aux côtés de son enfant, au travers de toutes les étapes de sa vie et l'instruction, la scolarité, l'instruction en est une. Ben, en fait, nous aussi, on va grandir, en fait. On va accompagner son enfant, mais il faut se dire que nous aussi, entre guillemets, on va évoluer dans ce processus-là. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de s'investir dans l'accompagnement de la scolarité et de l'instruction de son enfant pour ça. Et quand je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est important de mettre de la conscience parce que dans cet accompagnement, ben, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir, si je peux dire ça comme ça, consciemment et inconsciemment. C'est-à-dire qu'avec les 3 questions que je vous ai posées au début, ben vous allez mettre de la conscience, comme je vous disais tout à l'heure. Mais il y a aussi des choses qui vont remonter, qui relèvent, si je puis dire, de l'inconscient, c'est-à-dire déjà, ben, quel est le style éducatif que vous adoptez de manière générale et comment il va se traduire, si je peux dire ça comme ça, dans le domaine de la scolarité ou de l'instruction en particulier. Qui dit scolarité ou instruction dit aussi compétences sociales. D'ailleurs, Nora nous l'explique très bien dans sa formation, machallah, compétences sociales, interactions, etc. Et forcément, bah, quand on va accompagner notre enfant, on va aussi l'accompagner dans ça, en fait, à sa rencontre avec l'autre
et à la rencontre de lui-même avec les autres aussi. Donc je pense que c'est vraiment, pour toutes ces raisons, j'encourage les parents à prendre leur enfant par la main dans la scolarité, dans l'instruction et voilà, dans la scolarité, dans l'instruction, je pense qu'il y a la question aussi des compétences sociales, parce que c'est vraiment, ça fait grandir l'enfant, certes, mais ça va vous faire grandir aussi en tant que personne. Donc, si je récapitule ce que tu viens de dire, c'est important en fait de le faire, mais d'une manière consciente, Ouais. et un peu comme en fait, de conscientiser en fait ce que vous faites. Ça a un impact sur nous, mais aussi sur les autres. Oui, Donc, ouais. J'ajouterais en fait pourquoi je vous dis que c'est important. Parce que des fois, on veut bien faire si on est juste dans il faut le faire parce que c'est bien et que derrière, on n'a pas fait tout ce travail. C'est pour ça qu'avec les femmes que j'accompagne, que ce soit avec les psychologues de ma psy en ligne chez moi ou dans le bootcamp Ma Psy Campus, bah, en fait, ce qu'on constate, c'est que parfois, il y a la volonté, mais il n'y a pas les ressources. Et c'est ce qu'on vient travailler justement, les ressources. Parce que comme je vous disais, ça fait remonter énormément de choses de son propre bagage personnel, tant d'un point de vue éducatif que de l'instruction, que de sa scolarité qu'on a vécu nous-mêmes, en fait, avec tout, éventuellement les blessures, etc., qu'on a eu nous-mêmes, ou tout ce qui s'est installé. Donc voilà, d'y mettre vraiment, comme tu disais, de la conscience pour pouvoir ne pas seulement être juste dans il faut le faire parce que c'est bien, mais je le fais vraiment en ayant conscience de tous les tenants et les aboutissants vis-à-vis de mon enfant, mais vis-à-vis de moi-même aussi. Alors, donc du coup, cette question va nous mener à la deuxième question. Justement, en fait, on remarque que beaucoup de parents ont du mal, si je peux dire ça comme ça, à gérer leurs émotions, leurs propres émotions, mais aussi celles de leurs enfants quand il s'agit donc de scolarité. Là, tu parlais de fait de conscientiser. Quand tu as dit quand on va conscientiser la chose, il y a des choses qui vont se passer d'une manière consciente et inconsciente. Ça va réveiller parfois des blessures, ça va réveiller certaines peurs. Donc, quel conseil tu pourrais nous donner pour justement gérer ces émotions au niveau de cet accompagnement-là? Alors déjà, en préambule de ma réponse, ce que je voudrais adresser, c'est que si ça vous arrive des fois, entre guillemets, de perdre les pédales d'un point de vue émotionnel avec votre enfant, sachez que vous n'êtes absolument pas la seule ou le seul sur Terre à qui ça arrive. Ça arrive à tout le monde de se sentir submergé, tant parce que, comme je vous disais tout à l'heure, bah, il y a des choses du domaine de notre propre passé qui remontent. Voilà, il y a des choses qui appartiennent plutôt au passé qui reviennent. Ou alors, il y a certainement des choses dans votre présent qui font qu'à un moment donné, vous n'avez plus les ressources, vous n'avez pas les ressources et que du coup, ben, vous perdez un petit peu les pédales, vous perdez les pieds au niveau émotionnel. Donc, sachez vraiment que ça arrive à tout le monde. Le principal, c'est vraiment je vais vous dire comme ça simplement, de prendre soin de vous. Sachez déjà que c'est normal, on est humain. La perfection, entre guillemets, elle n'est pas de ce monde. Notre responsabilité en tant que personne, en tant que parent, en tant que mère, c'est de mettre en place des choses pour que ça s'arrange, justement, je pense. Et du coup, qu'est-ce qui fait que certains parents, des fois, perdent un peu pied, d'un point de vue émotionnel quant à la scolarité, mais je pense que de toute façon, ça se traduit par la scolarité, mais souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt, si je peux dire ça comme ça. Mais concernant la thématique de la scolarité en particulier, ben déjà, quand vous accompagnez votre enfant dans sa scolarité, dans son instruction, ça vous renvoie, vous, certainement, à votre propre scolarité, comment ça s'est passé, quel genre d'éducateur, de professeur, etc. vous avez eu, quelle expérience vous avez eu avec les maths, le français, l'anglais, voilà, je vous dis n'importe quelle matière, quelle expérience vous avez vécu aussi du point de vue des interactions sociales et voilà, vos petits copains, vos petites copines, etc. en primaire, bah, comment ça s'est passé avec eux. Tout ça, en fait, ça fait boule de neige et ça vous remonte. Ça peut se traduire par un état de tension, ça peut se traduire par de la nervosité, ça peut se traduire par de l'impatience avec l'enfant, ça peut se traduire par une grande peur. Vous avez peur tout simplement que votre enfant il subisse, entre guillemets, la même chose que vous. Ça peut être un élément d'explication. Aussi, je pense que dans le domaine de la gestion émotionnelle dans la scolarité, comme tu le disais, il y a plein de peurs en fait. Et dans ces peurs-là, il y a aussi votre rapport, je pense souvent à la performance. Amine, merci. À la performance, si par exemple vous êtes, pour vous, l'école, bah, dans votre représentation, c'est ce qui va garantir, entre guillemets, un futur, un avenir, une sécurité à votre enfant.
rendez-vous compte de l'enjeu de votre investissement avec votre enfant quand vous figurez ça, en fait. Vous voyez, ça, c'est tout ce que vous allez projeter, en fait, de pourquoi vous faites les choses va influencer votre charge mentale, en fait. Vous voyez, au-delà de votre legs émotionnel, c'est aussi comment vous représentez les choses qui va influencer votre charge mentale. Si donc, du coup, votre représentation de la scolarité, bah, c'est la seule chance, je vous grossis le trait, hein, mais la seule chance que mon enfant il va avoir de réussir sa vie, ben là, ça va être énorme comme enjeu. Et du coup, ça peut peser en fait à votre charge émotionnelle. Aussi que la manière dont vous avez été accompagné, ben, des fois, en fait, c'est plus fort que nous. Et ça, Nora l'explique très bien aussi dans sa formation, machallah. C'est que comme on a été, entre guillemets, structuré, habitué, etc. aux choses, notre cerveau, si je vous le fais très simple, tu me corrigeras, Nora, si je l'explique pas de la meilleure des manières, mais il est marqué, en fait. Il est marqué. Et du coup, même si on le veut pas, on va avoir tendance à reproduire la manière dont on a été accompagné dans notre scolarité. Donc là, je vous dis, c'est encore pour désamorcer la honte, des fois, la gêne, la colère qu'on a vis-à-vis de soi, en fait, par rapport à ça. Mais c'est vraiment important. Comme je vous le disais, on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs. Il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que notre responsabilité en tant que personne et en tant que parent, en tant que maman, c'est de se dire, OK, il y a un problème, je l'accepte, j'ai pas toujours fait bien. Peut-être j'ai les premières, j'ai n'importe quoi, les 2 premières années où j'ai accompagné mon enfant dans sa scolarité, tout, entre guillemets, n'était pas parfait et c'est OK. Mais voilà, je mets un petit peu mon ego de côté, je cherche des outils, je cherche à comprendre, je remets un petit peu les pendules à l'heure. Tu vois ce que je veux dire, Nora? Et là, vous allez voir que plus vous allez apporter comme ça, vous allez faire ce travail sur vous, de votre rapport à la scolarité, comme je vous disais, à l'instruction. Vous allez faire un petit peu le bilan, entre guillemets, de votre personne. Ça va alléger, en fait, votre charge mentale. Ça va alléger la pression que vous allez vous mettre. Vous allez vous donner l'opportunité de mettre un petit peu plus de confiance dans votre vie au lieu de la peur ou des blocages, etc. Plus on met de la conscience, je pense, dans sa vie, et plus les choses sont fluides, en fait, après. C'est exactement ça, parce que tu parlais tout à l'heure de l'impact, en fait, un petit peu, quand tu dis de tout ce qui est legs émotionnel. En fait, c'est tout simplement ce que nous, on a reçu et ce qu'on va reproduire ou pas. Et quand on le reproduit et que c'est négatif, ce que j'appelle un petit peu un cercle vicieux intergénérationnel. Oui. Et voilà, j'ai reçu tel mode d'éducation et je reproduis avec mes enfants. Donc, en fait, ça a tout son sens quand tu parles de conscientiser, parce qu'à partir du moment où tu vas conscientiser le truc, tu vas pouvoir en fait briser cette chaîne, en fait briser ce cercle vicieux et dire non, moi je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas. Et quand je dis je ne veux pas ça, ça je le répète très très souvent, mais je vais le répéter encore, ce n'est pas de la critique, enfin c'est pas de la critique, c'est une critique constructive qu'on peut émettre. Par rapport à ce que nous on a reçu, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes parents, ça ne veut pas dire que tu... Oui, voilà, c'est que t'es pas en train de juger, c'est que t'es pas en train de juger de tes parents, de ton père ou de ta mère. Tu es en train de parler de comment certains actes ont eu un impact sur toi. Ça n'a rien à voir, en fait, tu vois. C'est effectivement, souvent on confond ça, effectivement, des fois c'est un blocage, entre guillemets, pour remettre en question, pour s'autoriser, entre guillemets, à se dire, bah, mon passé, il a eu un impact sur moi. Et pour vous dire, sur les 6 modules en coaching que je travaille avec les bootcampeuses, c'est l'objet de tout un module, en fait. De comprendre, tu vois, comment, c'est pas juste on sort le passé pour dire, ouais, enfin, tu vois, comme on se représente un peu le travail qu'on fait un peu quand on fait un travail sur soi, c'est en fait, on redigère les choses de la meilleure des manières. Et ça implique de faire le distinguo entre je tacle, entre guillemets, tu vois, je respecte pas mes parents, etc. Je tacle les gens et je dis, en fait, il y a des actes, j'ai vécu des choses qui ont eu un impact sur moi dans le passé et qui continuent d'avoir un impact sur moi dans le présent. Vous allez voir que souvent, quand vous allez juste vous autoriser déjà à dire ça, ça va avoir de grands effets bénéfiques sur déjà votre charge mentale, tu vois, au niveau émotionnel. Tu sais, c'est comme quand tu as un enfant qui vient et qui pleure à côté de toi, il pleure, et tu lui dis non, c'est bon, c'est rien, t'as rien, mais il va pleurer de plus belle, en fait. Tandis que si tu lui dis juste, ah, t'as eu peur, tu t'es fait mal, t'as eu peur, il y a un petit peu de sang, tu vois, tu l'accompagnes dans ce qu'il vient de ressentir, tu le reconnais et tout, mais en général, il se calme super rapidement. Ouais, et tout à l'heure, tu disais, t'as dit une phrase qui est utile quand t'as dit, vous preniez soin de vous.
Et je sais très bien ce que tu veux dire par là et que ce n'est pas juste tout ce qui est ce n'est pas prendre soin de soi uniquement d'une manière superficielle, prendre soin de soi vraiment en profondeur, faire ce travail d'introspection, se faire accompagner parfois, ça c'est aussi prendre soin de soi, et c'est même la base en fait, c'est la base de tout, et très très souvent on a besoin de faire un travail d'introspection pour comprendre pourquoi. Voilà, pour comprendre et avoir des réponses à nos comportements, avoir des réponses à nos souffrances et pouvoir justement offrir autre chose à nos enfants. Et d'ailleurs, ça va me mener vers la troisième question. Ces derniers temps, j'ai souvent parlé en fait de ce qui est considéré par l'éducation nationale comme échec scolaire. Donc là, ça fait très très peur aux parents. Les parents sont généralement submergés par la peur parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, on a de grandes attentes vis-à-vis de l'école, de l'enfant, des résultats, parce qu'on dit entre guillemets, beaucoup de parents se disent entre guillemets que voilà, c'est une opportunité pour lui ou jamais de s'en sortir. Et justement, quand l'enfant est dans cette situation d'échec-là, l'accompagnement parfois n'est pas toujours adéquat, si je puis dire. Et est-ce que tu penses que la manière d'accompagner l'enfant peut avoir un impact sur du long terme? Quand je dis impact sur du long terme, c'est voilà jusque l'âge adulte et enfin à moyen et long terme en fait. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur l'enfant cérébralement, impacter aussi son estime de soi, sa confiance en soi? Est-ce que cet accompagnement-là va l'impacter de cette manière? Ok. Alors déjà pour rebondir sur la première partie de ta question, je pense, enfin, on va pas se leurrer, c'est énormément de pression entre guillemets qui est sur les épaules des parents, compte tenu justement des critères d'échec et de réussite promulgués par l'éducation nationale. Après, voilà, ce terme d'échec, je pense que c'est intéressant quand on est dans cette situation-là de le relativiser un petit peu. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément les personnes qui, je vous grossis le trait, hein, mais qui réussissent selon les critères tout simplement de l'éducation nationale, qui, réussissent plus tard, et on peut discuter de qu'est-ce que c'est la réussite, sont épanouis plus tard et sont en capacité d'exploiter les connaissances qu'ils ont reçues tout au long de leur cursus scolaire. Donc vraiment, si vous me permettez l'expression, mettez de l'eau dans votre vin, si je puis dire. C'est pas parce que votre enfant, à un moment donné, il s'est planté au collège ou il s'est planté au lycée, que plus tard, il n'aura pas l'opportunité, par exemple, tout simplement de reprendre un cursus, de faire une formation, d'être quelqu'un de bien, quoi, tout simplement. Donc, vous voyez, quand déjà, posez-vous la question, c'est quoi un échec, c'est quoi une réussite? Et qu'est-ce qui est important pour vous, pour penser à votre enfant quand il sera adulte plus tard, pensez à votre vie là, pensez à votre enfant plus tard quand il sera adulte et dites-vous, qu'est-ce que je veux pour lui en fait? Est-ce que vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir bac plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Est-ce que c'est ça qui garantit d'être en sécurité, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir la santé mentale, la santé physique, etc. Donc vraiment, je vous donne ces points pour que vous puissiez relativiser, si je peux dire ça comme ça, la pression qui est mise parfois sur vos épaules. Et concernant la deuxième partie de ton questionnement, est-ce que ça a des impacts? Alors oui, forcément. Déjà, vous voyez, entre guillemets, que votre enfant, à un moment donné, il soit dans le système éducation nationale, etc. Et que oui, il y ait des éducateurs, des professeurs qui lui fassent sentir qu'il est en situation d'échec. Combien d'entre nous ont soit entendu, soit ont été témoins de « tu finiras éboueur », pour pas dire poubelleur, hein, parce que souvent c'est le terme qui est fixé, « t'auras jamais ton bac », tu sauras jamais écrire, par le corps professoral, d'accord? Donc ça, forcément, vous n'êtes pas là toute la journée pour ramasser les pots cassés, mais ce qui est important, c'est vous, qu'est-ce que vous allez renvoyer à votre enfant, comment vous allez l'accueillir, le recevoir quand il va recevoir comme ça, on va lui faire miroir en fait à ce qui est considéré comme un échec et que ça va forcément toucher son estime de soi et sa représentation de ses capacités à faire des choses. Vous, ce que je vous invite à faire quand c'est le cas,
Là, déjà, c'est de lui dire de lui montrer qu'il y a une perspective, que déjà, c'est un critère de réussite. Et que dans la vie, ce n'est pas tout, en fait, la scolarité et l'instruction. Il y a beaucoup de choses qui sont tout aussi importantes, voire même plus. Et que certainement, votre enfant, vous avez observé qu'il savait que lui, s'il n'est pas bon, s'il se plante complètement en maths, ben peut-être que c'est quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle, qui a beaucoup d'empathie, qui est très serviable, qui s'y prend bien avec les animaux, les enfants plus jeunes. Enfin, vous voyez, de mettre en valeur d'autres choses que votre enfant il a et vraiment de lui répéter que, bah, ok, peut-être dans cette matière-là, pour l'instant, c'est pas ton fort, mais que plus tard, tu vois, ton cerveau, en plus, et enfin, ça, je pense, et ça, c'est pour ça que ta formation, elle est géniale aussi, parce que ça permet de se figurer ça, c'est que ton cerveau à 8 ans, c'est pas ton cerveau à 20 ans, en fait. Peut-être qu'il y a des choses, même j'en suis sûre, vous, si vous allez un petit peu dans votre histoire personnelle, ben, au collège, il y a peut-être des équations, des concepts, etc., en n'importe quelle matière que vous ne compreniez pas. Et moi, je sais que c'était complètement mon cas. Et que plus tard, quelques années plus tard, même après la vingtaine, même après 25 ans, parce qu'on dit que le cerveau, je crois que c'est jusqu'à 23, 25 ans, il continue de se développer, ben, vous avez pigé, en fait. Vous voyez, c'est vraiment de temps relativiser d'un point de vue ce qui est important dans la vie, mais d'un point de vue aussi de comment chaque individu évolue d'un point de vue intellectuel, émotionnel, etc., à son rythme. Donc ça, c'est important, je pense, de se le dire à nous-mêmes pour se rassurer et de l'expliquer à l'enfant aussi pour qu'il puisse traverser en fait cette épreuve, parce que quand on nous renvoie de l'échec, c'est une épreuve. Et déjà, c'est une épreuve en tant qu'adulte. Imaginez-vous en tant qu'enfant à quel point on a besoin d'être soutenu et d'être accompagné dans une épreuve comme ça. Et donc, vous voyez, comme je vous disais, ça a un impact social parce que, voilà, on fait l'expérience des interactions sociales qui nous renvoient des choses, entre guillemets, négatives. Forcément, en termes d'estime de soi, ça a un impact. En termes de ce qu'on appelle, entre guillemets, vulgairement, si vous me permettez l'expression, la confiance en soi. Donc là, je le dis pour qu'on soit tous sur la même ligne, entre guillemets, de compréhension. Mais moi, c'est pas un terme que j'emploie. Je préfère parler de représentation de ses capacités. Vous voyez, quand un enfant ou même un adulte, à un moment donné, on lui renvoie, t'es pas bon, t'es en échec, etc. Forcément, il va se dire, je suis pas capable de faire cette chose-là, en fait. Je vous donne un exemple personnel. Quand j'étais en 5e, donc j'avais 11 ans, j'étais incapable de courir plus de 10 minutes. J'avais du surpoids, donc j'étais pas bonne en fait en endurance. Je peux vous dire que je m'en suis mangée de ma prof de sport, Madame Le Mistre. Je me rappelle encore comment elle s'appelait. Et du coup, pardon. Du coup, elle a été sans pitié entre guillemets. Mais voilà, après j'ai eu un entourage entre guillemets, des réflexions qui ont fait que je me suis pas construite là-dessus, mais ça aurait pu être le cas où je me serais dit, ouais, j'arriverai jamais à faire preuve d'endurance, à courir, etc. Et voilà, quelques années plus tard, j'étais en meilleure santé physique. Je pouvais conduire. Ça m'est arrivé de courir pendant 1 heure et demie. Là, je suis malade, bien sûr, je m'amuserai pas à aller courir, mais vous voyez, comme les choses ne sont pas figées, en fait. C'est pas parce qu'à un moment donné, et je pense que ça, tant en tant qu'adulte, mais aussi à nos enfants, faut pouvoir qu'on leur donne aussi les perspectives d'espoir, en fait. Que c'est pas parce que tu n'y arrives pas à un moment donné qu'on a jugé que tu étais en situation d'échec que tu peux pas rectifier le tir, en fait. Ouais, on parle souvent de mindset, etc., d'état d'esprit, quand on s'adresse aux adultes, mais notre capacité, en fait, effectivement, à se construire un mindset, à travailler sur nos croyances, nos blocages limitants, etc., nos croyances limitantes, après, quand on bosse là-dessus et que nous-mêmes, on se fait un état d'esprit de possibilité, tu vois, où on est plus orienté destin que fatalité, etc., qu'on se donne les moyens, qu'on a des outils, après, on peut les transmettre à nos enfants. Et du coup, là, tu vois, même quand ils vivent des expériences comme ça, difficiles dans leur scolarité, dans leur instruction, on est en capacité de les accompagner et voilà, de limiter, entre guillemets, voire même non, d'en faire alors comme on disait, tu vois, ça a des impacts sur social, individuel, la représentation qu'on a de ses capacités, l'estime de soi, etc. Mais ces impacts-là, on peut les transformer en des opportunités, je pense, tu vois, des challenges. Je pense que notre manière d'accompagner l'enfant, tu vois, au-delà de quand on parle de scolarité ou d'instruction, etc., ça va vraiment, et de réussite, tu vois, de critères de réussite, c'est vraiment quel outil on va leur donner pour qu'ils puissent être des personnes épanouies. Et on ne sait que trop bien qu'aujourd'hui, l'épanouissement ne passe pas que par j'ai fait des études ou j'ai pas fait des études, j'ai décroché des diplômes, j'ai pas de diplôme, je suis mariée, je suis pas mariée, même j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement plus complexe. C'est tout un ensemble, en fait, tu vois, de critères
cognitif, tu vois, d'apprentissage, de culture, d'instruction, la spiritualité, tu vois, comment j'accompagne aussi mon enfant dans sa spiritualité, dans sa compréhension du monde, en fait, tu vois, de comment il va se positionner par rapport à la vie. Ben, si moi je sais le faire, tu vois, si moi j'ai les outils pour le faire, il est fort à parier que j'ai, pour moi-même, j'entends, ben, qu'après ce soit beaucoup plus fluide avec mon enfant, parce que au-delà de ce que je lui dis, il y a aussi ce que je fais et ce que j'agis. Et il y a une grande partie de comment l'enfant, en fait, il va s'imprégner de nous, tu vois, de l'accompagnement qu'on fait de l'enfant qui est non verbal, en fait, tu vois, dans le sens où ça va être dans les critères de dans la vie de tous les jours, en fait, qu'on va leur faire passer des messages. De par nous, comment on reçoit les choses. Tu vois ce que je veux dire, Laura? C'est exactement ça. Et quand on parlait de gestion d'échecs, c'est un mot qui est très fort et qui ne demande pas. En fait, il faut vraiment réaliser que quand un enfant est issu de la difficulté pour une matière, eh bien, en fait, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'enfermer là-dedans. Comme si, en fait, la difficulté, elle était inhérente à lui. En fait, dans le temps que ça n'allait pas s'arranger. En fait, on l'enferme un petit peu dans son échec, alors que, comme tu l'as dit, il y a plein d'enfants. Puis même moi, quand je regarde mon expérience à moi personnelle, j'étais vraiment très très nulle en mathématiques. Et c'est fou parce que le cerveau se souvient de ce genre de personnes. Tout à l'heure, tu as réussi à ressortir le nom de ta prof d'éducation physique, de sport, de PS. Et je peux faire la même chose avec ma prof de CM2. J'avais 10 ans et elle était horrible avec moi et j'étais nulle en maths. Et je pense que l'impact de l'enseignant est quand même considérable. C'est-à-dire que la manière dont il va je sais pas si tu connais l'effet Pygmalion. T'en as déjà entendu parler ou pas? Oui. Ouais, voilà. C'est la manière dont l'enseignant va considérer ses élèves, la manière dont il va les mettre en valeur, la manière dont il va leur parler, ça a un impact. Si ce n'est pas fait à l'école, au moins, un minimum, pour que ce soit fait à la maison. Pour que ce soit fait à la maison, il faut garder ce côté, je pense, plaisir. L'apprentissage, en fait, il est souvent associé. Je sais pas quel souvenir toi tu as, Émilie, des apprentissages quand tu étais petite. À quoi tu as associé les apprentissages? Est-ce que tu as associé ça à du plaisir ou est-ce que tu as associé ça à un dur labeur, à quelque chose de difficile, à une pression, à un jugement? Parce que oui, il y a un jugement, on va te juger, on va te dire si tu es bon ou si tu es moins bon en te mettant une note. Mais je trouve que c'est ce que j'essaie de faire avec cette formation, entre autres, et dans mon travail, dans mon quotidien, de redorer un peu l'image de l'apprentissage. Apprendre, je veux pas que plus que ce soit associé à quelque chose de négatif. Et je sais pas si tu me rejoins là-dessus, que apprentissage, c'est souvent apprendre est souvent associé à des choses négatives, à tout ce qui est un petit peu voilà, peur, souffrance. Des fois même l'intérêt n'est pas là en fait. À quoi bon? À quoi bon en fait? Oui, effectivement, je te rejoins. Est-ce que vous pouvez dire en commentaire si vous m'entendez bien? Parce que j'ai vu passer des commentaires de personnes qui disaient qu'elles n'entendaient pas très très bien. Donc si vous voulez bien me dire en commentaire si vous m'entendez bien. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Nora, tu vois, alors oui, je suis d'accord avec toi. Je me disais, qu'est-ce qui fait que justement, tu vois, cette expérience d'apprentissage, elle est transformée en de la souffrance, tu vois, que c'est fait dans le dur labeur, dans la souffrance, limite dans le traumatisme. Souvent parce que un premier élément, c'est que il y a énormément, ok, merci Safia, il y a énormément de pression en fait sur le fait d'apprendre. On apprend pour des diplômes, entre guillemets. On apprend pour des diplômes, on apprend pour une carrière. Enfin, il y en a, ils apprennent pour. Il y a des parents, par exemple, qui ont vécu des situations sociales, entre guillemets, très difficiles. Et pour eux, le fait que les enfants réussissent leurs études, c'est l'opportunité, entre guillemets, de vivre une vie meilleure. Et l'enjeu est tellement lourd et tellement énorme pour eux que ça devient, tu vois, tu te rends compte, tu vois,
qui pèse sur tes épaules en tant que parent quand tu dis ça, et en tant qu'enfant après. Et un enfant, mais il a envie de vivre sa vie, il n'a pas envie d'avoir tout le poids, entre guillemets, de ses ancêtres sur ses épaules. Et ça transforme, entre guillemets, l'expérience d'apprentissage et d'instruction en quelque chose de traumatisant. Pardon. Tu disais quelque chose, Laura? Comment? Ah, pardon, je crois que tu avais dit quelque chose. Non, j'avais dit, mais justement, après la fin justifie les moyens. Mais on en reviendra à la question de terminer. Bah voilà, en fait, alors je sais pas exactement ce que tu te représentes quand tu dis ça, donc j'imagine c'est un peu d'user entre guillemets de stratégies discutables pour obtenir entre guillemets le bénéfice perçu. Bah, entre guillemets, c'est pas parce que quelque chose fonctionne que c'est une bonne chose. Ça, c'est une phrase que je répète énormément pour plein de choses différentes. Il y a plein de trucs qui marchent, vous avez du résultat, mais est-ce que ça va être profitable à court terme et à long terme? Non. Et dans l'éducation, c'est pareil. C'est pour ça aussi que souvent, il y a des personnes, en fait, vous savez, là, quand on parle de bienveillance, enfin, de bienveillance, de patience, etc., il y a des gens, des fois, qui utilisent des petits trucs et astuces comme ça et pensent qu'ils vont avoir un résultat immédiat. Mais en fait, la bienveillance, c'est pas seulement des stratégies, tu vois, des trucs que tu testes dans ton quotidien, c'est vraiment un état d'esprit, en fait, tu vois. Déjà, toi, comment tu vas? Souvent, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, même quand j'envoie des newsletters et tout, je parle de se traiter en première classe. Mais c'est déjà vis-à-vis de soi-même, en fait. Parce que quand on a cette bienveillance, cette compréhension, cette miséricorde vis-à-vis de soi-même, on peut l'avoir, en fait, profondément vis-à-vis de ses enfants. Alors, je dis pas que quand vous avez juste testé, entre guillemets, la bienveillance comme ça, des petits trucs et astuces, vous n'êtes pas bienveillant vis-à-vis de vos enfants. Je dis que peut-être ce serait plus impactant, plus profitable si vraiment il y avait un travail de fond, en fait. Parce que pareil, si on utilise, entre guillemets, des petits trucs et astuces comme ça dans le quotidien, mais derrière, comme je vous disais, il y a tout le non-verbal, en fait. Et vous agissez pas ça dans votre quotidien, bah en fait, votre enfant, il va se caler sur ce qu'il voit le plus dans votre quotidien. Faut vraiment, tu vois, la démarche, elle est vraiment, il faut qu'elle soit globale pour être le plus optimale possible, si je peux dire ça comme ça. Je parle toujours de bienveillance et de pragmatisme. Et souvent, on me dit, Émilie, c'est quoi le pragmatisme? Bah, alors, c'est on met en place des actions, entre guillemets, pour arriver vers un but. Mais en mode efficacité, en mode efficience. Mais en mode aussi en mettant du respect, en mettant de la miséricorde, de la compréhension, en faisant un travail sur soi pour mettre le jugement de côté, etc. Voilà. Ouais, non, c'est très, très pertinent ce que tu dis parce qu'on a tendance à vouloir faire preuve de bienveillance naturellement vis-à-vis de nos enfants, mais on ne peut pas tout simplement donner ce que nous, on n'a pas. Il faut Ouais. d'abord La bonne nouvelle, un travail sur soi. Ouais, exactement. Ouais. Franchement, la bonne nouvelle maintenant, mais c'est qu'on a énormément de ressources on peut tout apprendre maintenant en 2022. Tu vois, il y a des formations sur tout. Franchement, c'est incroyable, quoi. Tu peux te faire coacher dans n'importe quel domaine de ta vie. Si tu es coincé à la maison, tu peux te faire accompagner par une psychologue, entre guillemets. Tu vois, on peut tout avoir. Enfin, franchement, maintenant, c'est ça la bonne nouvelle, parce que c'est vrai, il y a quelques dizaines d'années, nos parents, nos mères, entre guillemets, ou nos parents de manière générale, ils n'avaient pas toutes les ressources que nous, on pouvait avoir maintenant. C'est vrai qu'il y a énormément de choses discutables, entre guillemets, sur Internet, mais il y a aussi énormément de choses pour pouvoir, par exemple, là, je vois Menda qui vient d'arriver et Erika, pour pas citer de nom, Menda, elle accompagne les femmes, tu vois, pour se créer une carrière professionnelle dans le monde du digital. Erika, elle a un centre de formation aussi, tu vois, qui propose des formations pour les femmes. Toi, tu donnes matière aux femmes pour qu'elles comprennent, tu vois, leurs enfants, tant d'un point de vue intellectuel qu'émotionnel, etc. Mon équipe de psychologues, elles sont là vraiment, tu vois, dans une démarche de personnalisation, d'accompagnement, etc. Dans le bootcamp, que je propose, ma Psycampus, on peut travailler son mindset, tu vois, son mindset, ses croyances limitantes, ses blocages. Tu vois, vraiment agir en fonction de ses valeurs, de ses principes, et pas en fonction de ses blocages et de ses peurs. Tu peux trouver aussi des femmes qui t'accompagnent, tu vois, sur tes objectifs sportifs, dans la nutrition. Mais c'est génial, en fait, tu vois, tout ce qu'on peut faire maintenant. La bonne nouvelle, elle est là, en fait. C'est que on connaît, entre guillemets, les difficultés que vous rencontrez en tant que femme, en tant que maman, en tant que parent. On les comprend. Il n'y a pas de jugement. On n'est pas là pour juger. Mais voilà, faites-vous accompagner.
traitez-vous en première classe, comme je dis souvent, et vous allez voir, les choses, vous allez investir de votre temps, vous allez investir de votre personne, mais c'est pas juste, en fait, vous allez vous fatiguer pour rien. Vous allez avoir des résultats, votre vie, elle va être plus fluide, plus facile. Vos relations avec vos enfants, ça va être meilleur, en fait. Je vous assure que vraiment, c'est là aussi, entre guillemets, tu vois, on parlait d'accompagner. C'est comment s'accompagne nous en tant que personne, en fait. Accompagner nos enfants. Pour ce que tu dis, la première étape, c'est vouloir le changement. Et vouloir changer, réaliser, on parlait de confiance tout à l'heure, c'est important que les personnes qui nous écoutent et celles qui écouteront le replay, elles puissent conscientiser en fait tout ça et vouloir le changement et ensuite, bien entendu, comme elle dit, Émilie, faire les causes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une ère où ce n'est pas comme à l'époque l'époque de nos mamans, on va dire, où c'était très très compliqué et en plus il y avait vraiment là on est plus dans une ère où on se, pas complètement encore, mais on se donne le droit d'exprimer nos émotions, un peu moins tabou, que oui quand même c'est quand même un peu moins tabou, donc oui c'est une chance et je te rejoins quand tu dis ça et puis il y a des pépites. Il y a beaucoup de choses bizarres, mais il y a aussi beaucoup de pépites et il y a beaucoup de personnes incroyables qui peuvent vous accompagner en tout cas vers cette démarche-là. Mais oui, d'abord, dans un premier temps, il faut vouloir le changement et réaliser que tout, va falloir investir de votre personne, si je peux dire ça comme ça. Mais souvent, tu vois, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que souvent, les gens veulent le changement, mais ils s'autorisent pas, les femmes ou même les hommes, hein, voilà, les parents veulent du changement, mais ils s'autorisent pas, c'est comme s'ils s'autorisent pas à avoir le droit de faire différemment et de vivre dans la facilité. Quand tu as connu un petit peu, tu vois, la souffrance, la galère, etc., c'est quelque chose qui t'est familier. Et à un moment donné, tu es en mode, ouais, mais qu'est-ce que je vais. Tu vois, on appelle ça des bénéfices secondaires, tu vois, en psychologie, quand tu as une situation difficile, bah, des fois, tu trouves un bénéfice et tu restes dedans, en fait. C'est ce que tu crois, mais c'est faux. Et souvent, il y a cette résistance, entre guillemets. Donc, vraiment, autorisez-vous à vous faire accompagner, à vous traiter en première classe, à prendre soin de vous. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la souffrance, entre guillemets, avec vos enfants, dans l'accompagnement de vos enfants, dans leur scolarité. C'est vraiment, il y a des outils maintenant pour vous faciliter la vie. Vraiment, c'est un truc que je répète souvent au bout de campeuse. Moi, j'aime pas souffrir, j'aime pas la galère. Je trouve qu'on peut faire les choses de manière fluide et de manière facile. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la flemme, tu vois, qu'on se laisse aller, etc. Non, les choses peuvent être simples. Vous pouvez accomplir beaucoup de choses de manière simple et fluide, en fait. C'est possible, vraiment. J'ai juste répondu sur une question. Je sais contre la plasticité cérébrale et aussi l'évolution de façon générale, je me dis souvent qu'il n'est pas trop tard pour m'encourager. Est-ce vrai? Tu veux répondre en premier, Émilie, ou J'ai pas bien. Le son, il n'est pas très bon. J'ai entendu que ça parlait de plasticité cérébrale, mais j'ai pas entendu la suite de la question. Enfin, j'ai pas compris. Je vais me donner une question. Si on prend les. Attends, tu veux que je te l'envoie? Comment on peut faire ça? Tu m'entends là ou pas quand je parle? Et là, comme c'est une question complexe. Mais si vous m'entendez? Allô? Ouais, moi je t'entends. Ouais, je veux bien que tu répètes la question, du coup, si tu veux bien. Alors attends. Ouais, il y a des personnes qui disent que ça coupe un petit peu de ton côté. Il y en a qui disent aussi qu'on entend dessus. Non, là ça bug. Peut-être tu peux nous mettre ta question en commentaire, comme ça je la lirai dans. Si tu m'entends bien. Alors attends. Mais peut-être entre guillemets, en attendant qu'on te retrouve, j'ai entendu que tu parles. Ouais. Ouais, ça, je l'ai retrouvé. Alors, je sais contre la plasticité cérébrale. Tu entends là ou pas? Oui, est-ce que tu m'entends là? Ouais, ok, plasticité cérébrale. Je sais contre la plasticité cérébrale et aussi l'évolution de la nature. Je me dis souvent qu'il n'est pas trop tard pour m'encourager. Est-ce vrai?
Donc, Ah, mais elle a totalement raison. Oui, 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 effectivement, c'est factuel en fait. C'est pas juste quelque chose que tu te dis entre guillemets, tu vois, pour te donner un petit peu de baume au cœur. C'est que c'est vrai en fait. La plasticité cérébrale fait que, ben, en tant qu'être humain, on a des capacités d'adaptation qui sont entre guillemets fantastiques en fait. On peut parler de plasticité cérébrale, on peut parler de résilience aussi. C'est des choses, entre guillemets, qui nous permettent de nous adapter à toutes les situations qu'on rencontre et, entre guillemets, à nous réparer, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est des concepts qui vont bien aussi avec le concept de destin, tu vois, et pas de fatalité, c'est-à-dire que tout n'est pas gravé dans la roche. Dès lors que tu mets en place des actions, des causes pour arriver à un résultat différent, sois certaine que de par comment tu es, comment dirais-je, neurologiquement, si je puis dire, programmé, etc., forcément, tu vas avoir des effets positifs. Donc oui, tu as bien raison de te dire ça. C'est très intelligent. Et bon, ah oui, quasiment. pour ça, Vous m'entendez quasiment pas. Ah mince alors. tu as fini et j'ai pas entendu ce que tu as dit à la fin. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Est-ce que vous pouvez me dire en Bon, commentaire si vous m'entendez mieux? moi, je t'entends un petit peu mieux là. Je Ok. disais, pour celles qui ne savent pas, la plasticité cérébrale, c'est vraiment la capacité du cerveau de se remodeler, en fait, sans cesse de créer de nouvelles connexions. En fait, notre cerveau, tout simplement, n'est pas figé. Il change et on peut, bien entendu, avoir un impact là-dessus. Et selon les expériences vécues, les expériences qu'on va offrir à nos enfants et que nous-mêmes, on va s'offrir, eh bien, notre cerveau va se remodeler un petit peu, se remodeler, il s'échange en fait sans cesse et il crée de nouvelles connexions. Donc en fait, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément. En fait, on n'a pas le même cerveau, Ouais. même dans 5 minutes, on n'a pas le même cerveau. Donc, je vais créer de nouvelles connexions et ça dépend de la manière dont tu vas, si je peux dire ça un peu de manière un petit peu simpliste, alimenter un petit peu ton cerveau, les expériences que tu vas mettre en place et que tu vas offrir. Là, on parle des enfants, que tu vas offrir à tes enfants. Je pense qu'elle parle aussi, des enfants. Si il y a des choses qui ont été, pour parler un petit peu vulgairement, foirées un petit peu, eh bien, ce n'est pas trop tard. On pose souvent cette question, est-ce que c'est trop tard en fait? Non, ce n'est pas trop tard. Euh, Tu peux toujours offrir de nouvelles expériences à tes enfants et qui vont, de par ces expériences-là, il y aura de nouvelles connexions et le cerveau change sans cesse. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on se table rase du passé et on oublie? Non. Moi, je pense qu'il faut toujours tirer des enseignements du passé et essayer de comprendre pourquoi. Tout à l'heure, voilà, Émilie a parlé d'accompagnement, a parlé de confiance et les choses. Et si on ne fait pas ce travail-là, ce travail-là n'est pas fait, moi je pense que ça peut revenir. Voilà. Ça peut revenir et c'est important de comprendre et de mettre des pourquoi à nos réactions, des pourquoi à donc tu peux te compléter une. Alors oui, je suis complètement d'accord. En psychologie, justement, on exploite cette plasticité cérébrale, si je peux dire ça comme ça, avec ce qu'on appelle la remédiation cognitive. Et dans le bootcamp MaPsyCampus, justement, il y a pas mal d'exercices, enfin, il y a même beaucoup d'exercices qui exploitent, entre guillemets, cette remédiation cognitive. C'est-à-dire que de part de choses que je vous explique, mais aussi en faisant des exercices, en stimulant une certaine réflexion, un certain trajet, si je peux dire ça comme ça, neuronal, bah, on profite de cette plasticité cérébrale, pardon, pour comment dirais-je, vous restructurer, si je puis dire. Et aussi, comment dirais-je, t'as parlé du pourquoi, tu vois, de mettre du sens, etc. Justement, dans cette nouvelle version du bootcamp MaPsyCampus, donc c'est un bootcamp que je fais depuis quelques années. J'avais fait 8 sessions et maintenant je l'ai mis disponible toute l'année sur 6 mois. Et 2 fois par mois, on fait des sessions de coaching de groupe, questions-réponses. C'est-à-dire que les bootcampeuses, bah, tu vois, justement, quand on fait ce travail d'introspection, des fois, bah, on a des questions. Et on a besoin, tu vois, de quelqu'un qui vient nous mettre de la perspective, qui nous offre des trajets neuronaux différents, si je puis dire, tu vois, des éléments de réponse, de réflexion différents. Et c'est ce pourquoi 2 fois par mois, bah, je suis là, tu vois, en coaching de groupe pour justement étayer, tu vois, cette réflexion qui va se servir, entre guillemets, de cette plasticité cérébrale pour
faire de la, enfin là, le mot m'échappait, de la restructuration cognitive, autrement dit, tu vois, de te reconstruire, si je puis dire, tu vois, dans le langage populaire, un mindset, un état d'esprit, une manière de penser, d'agir, qui va être profitable, quoi. Ça a l'air super intéressant en tout cas. J'allais dire quelque chose, j'ai oublié. Donc on a fait 1 heure, donc on va pas trop s'étaler. Je pense que je t'ai posé toutes les questions. Alors si on veut résumer un petit peu ce que tu viens de dire en fait en une phrase, je pense que faut, voilà, t'as dit tout à l'heure une phrase qui m'a fait rire. T'as dit j'aime pas être dans la galère, j'aime pas souffrir. Et en fait, on veut que vous puissiez réaliser que c'est possible en fait d'accompagner vos enfants différemment, de ne pas être dans le conflit constamment. Même de kiffer l'expérience, quoi. Oui, voilà, exactement, et de kiffer l'expérience, comme tu dis, et de prendre du plaisir en accompagnant vos enfants. Il faut savoir que oui, la question c'est ma manière d'accompagner mon enfant a-t-elle un impact sur sa personne? Oui, ça a un impact sur sa personne, mais aussi sur la vôtre, mais aussi sur vous et sur votre relation à tous les deux. Et ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Des choses qui vont te marquer, qui vont les marquer cérébralement, comme nous, on a été marqués cérébralement de par l'accompagnement qu'on a reçu, soit nos parents ou de la part de nos enseignants. Et c'est des choses qu'on n'oublie pas. Des choses qui vont, des petites phrases, des choses qui te poursuivent longtemps. Donc, je pense que c'est important de se dire que, voilà, on peut kiffer, comme elle a dit Émilie Antoine, et faire les choses différemment. Et d'ailleurs, toi, en tant que professionnel, donc, en tant que psychologue, tout simplement, et professionnel, comment, est-ce que tu trouves, en toute honnêteté, hein, est-ce que tu trouves que quand Montessori rencontre les neurosciences, offre une nouvelle manière d'accompagner en fait ces enfants et permet, en tout cas, je vais pas dire permet, mais en tout cas est une cause d'épanouissement dans le relationnel parent-enfant? Ouais, alors évidemment oui. Comment dirais-je? En fait, là où ça va vous aider, c'est une cause d'épanouissement parce qu'il y a des choses, des fois, des expériences qu'on vit émotionnelles, des fois, souvent, parce qu'on ne sait pas répondre au pourquoi ou parce que le pourquoi n'était pas le bon, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, ça va jouer sur notre vécu émotionnel, l'estime qu'on a de nos personnes, etc. Ah, merci Asia. Il y a Asia qui dit j'ai vos 2 formations et je confirme, elles sont top. Qu'Allah vous récompense. Amine, merci Asia. Et du coup, dans le fait, quand tu vas mettre du sens, de la compréhension, tu vas comprendre comment tu fonctionnes, tu vas comprendre comment ton enfant il fonctionne, son cerveau, ses émotions, etc. Ça va impacter ta manière de gérer la situation. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais en accompagnement avec une femme et elle me dit oui, j'ai beaucoup de colère, je fais des crises de colère avec mon enfant, etc. Et je lui dis, ok, est-ce que tu peux me donner une situation du quotidien où tu te mets en colère? Elle me dit, la dernière fois, j'ai demandé à ma fille d'aller chercher son sac, on allait partir à l'école. Et elle m'écoute pas, elle fait pas ce que je lui dis, ça m'agace, etc. Je lui dis, ok, qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là? Elle me dit, je me sens en colère. Je lui dis, pourquoi? À ton avis, pourquoi elle ramène pas le sac? Et elle me dit, je pense qu'elle me respecte pas, elle fait pas ce que je lui dis. Enfin voilà, c'était beaucoup elle pensait que sa fille, donc qui avait moins de 8 ans, 6 ou 8, je sais plus exactement vous dire, elle ramenait pas le sac parce qu'elle ne la respectait pas. Forcément, ça met en colère. Après, j'ai posé quelques questions sur sa fille et en fait, on s'est rendu compte que c'est comme si elle l'entendait pas. Tu vois, le simple fait, quand tu demandes à un enfant, tu lui dis n'importe quoi, admettons, sa fille, elle s'appelle Sarah. Sarah, oui, tu m'entends? Oui. Est-ce que tu peux me ramener ton sac, s'il te plaît? Mais vous multipliez vos chances par 6 que votre gamine, elle vous ramène le sac. Des fois, les enfants, ils sont dans leur... Je lui dis, des fois, tu sais, ils pensent à autre chose. D'ailleurs, ça fait partie des questions que je lui avais posées. Est-ce que tu as l'impression que ta fille, elle est un petit peu dans la lune, etc. Elle pense à autre chose? Oui. Quand tu lui demandes ton sac, elle faisait quoi? Elle était en train de jouer avec une poupée. Je ne sais plus exactement, mais elle était en train de jouer avec un jouet. Donc, en fait, on est passé de
Ah, en fait, il faut que je la canalise, pardon, j'ai ma voix qui s'en va de plus en plus. En fait, il faut que je la canalise parce qu'elle a besoin d'être canalisée en lui posant des questions par lesquelles elle va répondre par oui. Tu vois, c'est des petits tips. Enfin, c'est, entre guillemets, on comprend pourquoi il faut passer par là avec les éléments que tu donnes dans ta formation notamment. Bah, après, une fois que tu as appelé par le prénom, tu lui demandes, ça y est, oui, oui, elle est canalisée, elle est focus sur toi. Eh ben, ça y est, tout le scénario derrière de elle me respecte pas, elle m'écoute pas, personne me calcule, personne me donne de considération, il disparaît, tu vois. Et là, on est plus, quand on comprend son enfant, bah forcément, derrière, on a de la plus de patience, de la miséricorde vis-à-vis de soi. Hein, c'est pareil quand on commence à se comprendre vis-à-vis de son enfant aussi. Donc, les choses sont beaucoup plus fluides, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment très utile d'avoir tous les éléments que tu donnes dans la formation, parce que vraiment, ça aide au-delà de comprendre, bah, quand on comprend, derrière, forcément, bah, il y a de la bienveillance, il y a de la patience, il y a tout plein de choses bénéfiques qui se mettent en place dans le quotidien. Je remercie pour ta présence, pour toutes les informations que tu nous as partagées. Si vous souhaitez rejoindre la formation Quand Montessori rencontre les neurosciences, vous avez jusque dimanche pour le faire. Essayer d'impacter différemment vos enfants et de les accompagner d'une autre manière et d'essayer de tout simplement, comme vous avez toucher votre accompagnement et semer vos petites graines qui resteront de génération en génération, je l'espère. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous traiter en première classe, comme dirait Émilie Antoine. Et prendre soin de vous parce que de tout ça va découler beaucoup de bien ou pas si vous vous laissez aller. Donc, rendez-vous bien compte à quel point vous êtes importante et à quel point, même au-delà, parce que des fois on a tendance à penser aux autres, voilà, je vais rayonner pour les autres, mais je vais d'abord rayonner pour moi-même et parce que je le mérite. Encore une fois, plasticité, on peut faire des choses, tout n'est pas figé, donc vraiment voilà. Quand je vous dis rester positif, c'est pas le positivisme entre guillemets gnangnan, c'est vraiment rester optimiste et pragmatique et bienveillant pour vous-même, et vous allez voir, ça va, comme a dit Nora, ça va rayonner sur votre relation et vos enfants. Merci encore à Nora pour cet échange passionnant autour de la parentalité, de la maternité, de la scolarité, de l'instruction et surtout de nos relations avec nos enfants. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Merci de votre écoute et de votre attention. Rappelez-vous de partager ce contenu et de vous abonner, de laisser une petite note et une review sur votre plateforme d'écoute si ce contenu a donné un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es.
Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsycampus.fr/mapsycampus. MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur Mapsycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur Mapsycampus.